Bonjour et merci de votre fidélité à Al-Oula. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Hier, à la mosquée Hassan II à Casablanca, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr Beni. Le Siam ouvrira ses portes dans 2 semaines. La 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc connaîtra la participation de près de 70 pays de 1500 exposants. L'Espagne est l'invité d'honneur de cette édition. Nous suivrons le reportage sur l'état d'avancement des travaux d'aménagement du site. Et puis à la veille de Eid al-Fitr, les tenues traditionnelles sont en vogue. Djellaba, kaftan, gandoura, jabadour, emblème de l'identité vestimentaire marocaine, se déclinent dans une variété de styles. Les couturiers rivalisent de créativité pour répondre aux attentes des clients. Nous verrons cela en fin de journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé hier soir à la mosquée Hassan II à Casablanca une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr Beni. Iman Ablou. Laylat al-Qadr, une nuit qui en vaut mieux que 1000. Un des moments les plus sacrés et les plus spirituellement significatifs de l'islam. Dans une ambiance empreinte de recueillement, de piété et de quiétude, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, préside à la mosquée Hassan II à Casablanca une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr Beni. Après les prières d'Al-Isha et des Tarawih, des versets du Saint-Coran ont été récités par l'enfant Othman Mcheshti, 11 ans, originaire de la ville de Fès, lauréat du prix national Mohamed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint-Coran. Sa Majesté le roi a ensuite été salué par le jeune déclamateur, à qui le souverain a remis le prix. Par la suite, M. Mohamed Bachar Arafat, imam, conférencier et président de la civilisation, a prononcé devant Amir al-Mouminin une allocution au nom des oulémas ayant participé aux causeries religieuses du mois sacré de Ramadan, dans laquelle il a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin pour l'accueil et l'hospitalité qui leur ont été réservés tout au long de leur séjour dans le royaume. Cette veillée religieuse a été également marquée par la clôture de Sahih al-Bukhari, faite par Hassan Farid, membre du conseil local des Oulama de Barchid, après lecture de Hadith al-Khatm par Abdelhafid Talbi, membre du conseil local des Oulama de Ain Chouk. Le souverain a par la suite remis les prix Mohamed VI, Ahl al-Qur'an et Ahl al-Hadith, respectivement à Omar Mouhsin de la ville de Casablanca et à Zainab Abou Ali de la ville de Rabat. Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin a également remis le prix Mohamed VI pour le Adan et le Tahlil dans ces 2 catégories à Saïd Aboulaish de la ville de Gersif, prix de l'excellence, et El Hassan Akhyar de la ville de Tétouan, prix honorifique. Le souverain a ensuite remis le prix Mohamed VI des écoles coraniques dans ces 3 catégories à Abdallah al-Hayyan de Casablanca, prix de la méthodologie d'apprentissage, Abdelkader Hammouch de Sidi Ben Nour, prix du rendement, et Nasr Ait Bonsar de Taroudan, prix de la gestion. À la fin de cette veillée religieuse bénie, l'assistance a élevé des prières implorant le Tout-Puissant de préserver Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, de couronner de succès ses initiatives, de guider ses pas, de réaliser les aspirations que le souverain nourrit pour le progrès de son peuple fidèle et de le combler en les personnes de son Altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. Les fidèles ont aussi élevé des prières pour le repos de l'âme du père de la nation, feu Sa Majesté le roi Mohamed V, et de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu les ait en sa sainte miséricorde.
Et puis, rappelons que lundi, au Palais Royal à Casablanca, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir el-Mouminin, a présidé la 5e causerie religieuse du mois de Ramadan 1445 de l'Hégire. Cette causerie a été animée par M. Ousmane Khan, professeur de la pensée islamique à l'université Harvard aux États-Unis d'Amérique, sous le thème « Les relations culturelles et intellectuelles entre l'Afrique subsaharienne et le Grand Maghreb ». Et au terme de cette causerie, Sa Majesté le roi Amir el-Mouminin a été salué par plusieurs ulémas et érudits. Comme chaque dimanche sur le plateau avec nous, Mustafa Shimi, bonjour. Bonjour. Politologue et professeur de droit. Alors, Mustafa Shimi, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, était jeudi au Maroc. Stéphane de Mistura s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita. Rencontre au cours de laquelle il a été rappelé les constantes de la position du Maroc au sujet de la question du Sahara marocain, justement. Les constantes, oui, vous avez raison de le relever, mais aussi ce que dit le communiqué officiel de notre département des Affaires étrangères. L'entretien s'est déroulé dans un climat de franchise, avec un esprit positif et productif. Franchise, ça veut dire que des choses ont été dites par notre ministre des Affaires étrangères, et il s'agit de quoi ? Il s'agit clairement de l'absence de neutralité de l'envoyé personnel secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, qui s'est rendu le 31 janvier dernier en Afrique du Sud, pays qui est marqué du sceau de l'hostilité constante à l'endroit du Maroc, sa cause nationale. Alors évidemment, tout ça devait être clarifié. Je ne sais pas quels arguments invoquait l'envoyé personnel. En tout cas, le Maroc a fait la mise au point qu'il fallait pour que ça soit clair. Cela dit, cet envoyé personnel a un agenda maintenant. C'est le 16 avril, doit se tenir une réunion à huis clos du Conseil de sécurité pour faire le point sur l'avancement de la question nationale. Doivent intervenir 2 orateurs, 2 responsables. Le premier, c'est le représentant personnel du secrétaire général de l'ONU, le russe Alexander Ivanko, qui est chef de la MINURSO. Et le second, c'est Staffan de Mistura. Il y a, sur ce plan-là, des questions qui sont posées, notamment les violations constantes, quasi quotidiennes, des bandes armées, des milices armées, du Polisario dans la zone tampon. Et ça a été dit d'ailleurs aussi, ça fait partie des fondamentaux que vous avez évoqués. La position du Maroc est d'une grande clarté, d'une grande fermeté. Elle s'appuie sur les résolutions du Conseil de sécurité, la dernière en date, la 2703, 30 octobre 2023. 1. Le format de négociation, c'est-à-dire les tables rondes, 4 parties avec Maroc, Algérie, Mauritanie, séparatiste. Il y a d'ailleurs eu deux tables rondes auparavant, décembre 2018 et mars 2019. Le principe de la prééminence le projet marocain d'autonomie continuellement réaffirmé, consacré comme option et comme seule option pratiquement de discussion pour un règlement pacifique, négocié sur la base d'un compromis politique. Donc il y a la position de principe et il y a les possibilités qu'offre le processus de négociation. 3e point, le respect du cessez-le-feu. 4e point, il n'y a rien d'autre sur la table à part cela. C'est d'ailleurs la position du Conseil de sécurité. Donc tout ça était intéressant. Alors l'agenda dont j'ai parlé, il a été précédé par d'autres rendez-vous de Staffan de Mistura. Il est allé après l'Afrique du Sud le 31 janvier, il est allé à Moscou. Il est en mars, il est allé ensuite à Londres et il poursuit donc ses contacts. C'est bien, mais à condition qu'il reste, si je puis dire, dans les clous diplomatiques. Voilà pour le dossier Sahara marocain. Mustafa Shimi, le ministre français du Commerce extérieur, était également au Maroc cette semaine. Frank Richter a eu des entretiens avec plusieurs responsables marocains. Il s'est dit convaincu, alors je le cite, que la relation bilatérale passe par un accompagnement de la stratégie d'investissement partout dans le royaume. Et ce partout, c'est un mot très important, partout dans le royaume. Alors donc la France s'apprête-t-elle à financer des projets au Sahara marocain ?
La réponse du ministre délégué chargé du commerce extérieur est oui. Alors, est-ce un retour à la normalisation des relations bilatérales entre les deux pays? Vous avez raison, normalisation oui, réchauffement c'est une autre hypothèse. La normalisation est attestée par la visite du nouveau ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné le 26 février. Ici, il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères à Sabouita. Ensuite, mais maintenant, un agenda accéléré, donc un balai diplomatique, si je puis dire, attesté par la visite, donc, ces derniers jours de Franck Riester, ministre du Commerce extérieur. D'autres ministres, Bruno Le Maire doit venir du 26 au 28 avril courant, et donc dans le cadre d'un forum d'affaires. Il y a également le ministre de l'Intérieur, Darmanin, puis la ministre de la Culture, Rachida Dati, tout ça pendant le mois de février, d'avril. Donc c'est important. Ce qui est important dans ces annonces faites par le ministre du Commerce extérieur, c'est que la France a compris qu'il faut faire autre chose avec le Maroc. Il ne s'agit plus simplement d'une normalisation, de reprise de contact, etc., avec une gestion des différents secteurs de la coopération, parce que le Maroc a changé. Et donc la France considère qu'il faut se réinvestir dans les grands programmes d'avenir du Maroc, lesquels ce réchauffement climatique, automobile, transport ferroviaire, agriculture, etc. Et c'est peut-être à partir de ça qu'on va passer de la normalisation au réchauffement. Encore un mot pour finir. Le Maroc offre des possibilités, des opportunités d'investissement sur le plan local, avec tout ce qui est fait dans différents secteurs, mais également comme dans un cadre triangulaire compte tenu de la place du Maroc en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Moustapha Sahimi, merci de nous avoir éclairé un petit peu sur les deux sujets d'actualité de cette semaine. Je rappelle, vous êtes politologue et professeur de droit. Merci. Merci à vous. La 16e édition du SIAM, c'est du 22 au 26 de ce mois. L'édition 2024 connaîtra la participation de près de 70 pays et de 1500 exposants. Climat et agriculture pour des systèmes de production durables et résilients. C'est le thème retenu cette année. Cette semaine, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts a effectué une visite de terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'aménagement du site et les différents aspects liés à l'organisation de ce rendez-vous incontournable de l'agriculture. Abdeslam Khaloui, Ibrahim Routi, Zakaria Moukimbillah. Les préparatifs sont à pied d'œuvre au site Sahrij Souani de Meknes pour finaliser le chapiteau de la 16e édition du SIAM. Ces derniers jours, les travaux avancent à vitesse grand V. Prévu sur une superficie de plus de 12 hectares, l'événement promet d'être une expérience enrichissante pour les professionnels et le grand public. L'ambition de l'organisation de cette 16e édition est de fournir un lieu de rencontre, de dialogue et d'innovation, propice à l'échange de bonnes pratiques et à l'initiation de partenariats stratégiques. Les préparatifs vont bon train pour offrir une organisation exemplaire pour cette édition. Les efforts déployés dans ce sens reflètent l'engagement de l'ensemble des intervenants pour offrir une expérience et un accès fluide au profit des exposants et du grand public. Dans un contexte marqué par les changements climatiques, le Salon international de l'agriculture constituera une plateforme d'échange et d'action pour des systèmes de production durables et résilients. La 16e édition connaîtra la participation de l'Espagne en tant qu'invité d'honneur. L'édition 2024 connaîtra la participation de près de 70 pays et de 1500 exposants. L'événement offre une occasion de rencontre avec les différents partenaires, aussi bien nationaux qu'internationaux. Prévu du 22 au 28 avril sous le thème climat et agriculture pour des systèmes de production durables et résilients, le SIAM devrait accueillir plus de 950 000 visiteurs cette année. 38e prix Hassan II de tennis. Et là, nous parlons sport. L'Espagnol Roberto Carbales Baena
a poinçonné son billet pour la finale après avoir pris le dessus sur le Russe Pavel Kotov en 2-7-0, 6-4, 6-2. En finale, l'Espagnol croisera le fer avec l'Italien Matteo Berrettini, qui s'est imposé face à l'Argentin Mariano Navone en demi-finale en 2-7-1, 6-7, 6-3 et 6-2. Et en double, sachez que le duo composé du Finlandais Harri Aliovaara et du Britannique Henri Patten a remporté le titre de cette 38e édition du Grand Prix Hassan II de tennis. Le tandem s'est adjugé le titre après avoir battu en finale le duo composé de l'Autrichien Alexander Herder et son compatriote Luca Meidler en 2-7 à 1, 3-6, 6-4 et 10-4. On passe à la météo. Une nouvelle vague de chaleur s'invite dans plusieurs provinces à partir de mercredi prochain jusqu'à vendredi. Le mercure oscillera entre 36 et 40 degrés à Insgen, Eit Melloul, Agadir, Iddaoutanen, Sidi Ifni, Tantan, Laayoun, Tarfaya, Boujdour, Aousserd et Oued Dahab. Des températures entre 34 et 38 degrés seront enregistrées à Frebn Salah, Bni Mellel, Azilal, Stad, Chichawa, Qal'at Sragna, Marrakech, Essaouira et Youssoufia. Nous le disions en titre, les habits traditionnels en vogue à l'approche de la fête de l'Eid. Dans les magasins, les centres commerciaux et les marchés, Jellaba, Kaftan, Gandoura, emblèmes de l'identité vestimentaire marocaine, se déclinent dans une variété de styles. Alors les couturiers rivalisent de créativité pour répondre aux attentes des clients. On voit tout cela avec Hijb Tamek, Mohamed Touanina et Iman Ablo. Un florilège de couleurs et de matières. Dans son atelier de couture traditionnelle, Khadija finalise les commandes de sa clientèle. Djellaba, Jabadour, Kaftan, la styliste est loin de chômer. Ramadan et Eid al-Fitr, dont seulement quelques jours nous séparent, sont des occasions propices pour revisiter les traditions vestimentaires et répondre à tous les goûts. Les tenues traditionnelles ont toujours la cote. Elles font partie intégrante de notre identité et se caractérisent par leur authenticité. Les vêtements traditionnels sont aujourd'hui revisités avec une touche moderne et créative. Et cela convient à tous les âges. On peut porter certaines créations tous les jours car elles sont pratiques. À l'approche de Eid al-Fitr, la demande est bien là, perpétuant une tradition ancrée dans le quotidien des Marocains. Khadija le confirme, tout comme ses clientes. Nous a fait vraiment rêver tout ce qui est vraiment traditionnel de nos parents, de nos grands-parents, et nous fait revivre à chaque fois toutes les nouveautés chez elles et surtout tout ce qui est traditionnel qui nous convient pour cet événement de l'Eid al-Fitr. Je suis ici pour récupérer ma djellaba ainsi que celle de ma fille. L'habit traditionnel est un incontournable de toutes les occasions festives. Nous y sommes très attachés. Je ne peux porter rien d'autre d'ailleurs en pareil jour. Bien plus qu'une simple tenue vestimentaire, l'habit traditionnel est le symbole de l'élégance et de la grâce à la marocaine. Un savant mélange de tradition et de modernité qui résiste à l'effet éphémère de la mode. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.